Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline. Je reçois aujourd'hui pour la première fois Laurent Joly, j'en suis ravi, historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'antisémitisme durant le régime de Vichy, pour son ouvrage L'antisémitisme de bureau chez Talendier, collection Texto. Bonjour Laurent. Bonjour. Je suis vraiment très content de vous recevoir. Comme je vous disais hors antenne, j'ai hésité à vous recevoir parce que je me suis dit, moi, élève de Tullard, vous allez forcément parler, et évidemment vous en parlez, et on va en parler, du fameux fichier Tullard, et ça me faisait mal à l'avance, je me suis dit, oh là là, c'est compliqué pour moi. Ce livre, c'est une plongée inédite, je trouve, dans le fonctionnement interne de la bureaucratie antisémite française sous Vichy. Alors je dis antisémite, mais ils n'étaient pas tous antisémites, on est d'accord? Tout à fait, et en fait, à l'origine de ce travail, c'est ce qu'on appelle... de manière un peu jargonnante, un programme de recherche pour le CNRS. Quand j'ai été recruté au CNRS, on fait un programme sur lequel on va travailler pendant des années. Et l'idée de mon travail, de mes recherches, c'était de comparer les administrations ordinaires et les administrations exceptionnelles dans le contexte de Vichy. Donc, j'avais fait tout un truc très scientifique, très, très barbant, très rasant. Donc je me disais, il faut que j'applique ce programme, mais avec un objet qui, par rapport à mes travaux précédents, soit vivant, intéressant. Et donc, j'ai pris le commissariat général aux questions juives, donc administration d'exception. Là, on a beaucoup d'antisémites, mais pas que. C'est ça, voilà, qu'on creuse. Et puis l'administration, qui n'est pas à l'origine une administration censée faire de l'antisémitisme d'État, c'est la préfecture de police de Paris et son service des étrangers. Et lui, on va lui confier ce dossier-là et il va s'adapter. Donc, l'idée, c'était de comparer comment des agents de l'État se dépatouillent, pour parler trivialement, avec ce dossier-là, dans une situation exceptionnelle qui est celle à la fois de l'occupation et de la dictature de Vichy. Alors ça analyse, c'est absolument incroyable parce que ça analyse la manière, enfin votre livre, dont des agents, souvent jeunes, vous le dites, diplômés, simplement désireux aussi de faire carrière, faut le comprendre aussi, ont participé à la mise en œuvre de la politique antisémite sans se penser forcément criminels. En fait, c'est ça. Et ils se réfugient, et c'est ce que vous dites, derrière la logique du service, des règlements et du devoir d'obéissance. Oui, ça c'est un grand classique des études sur la solution finale. Des sociologues ont travaillé depuis des années. Raoul Hilberg, le premier grand historien de la destruction des Juifs, ce qui permet encore aujourd'hui des crimes d'État de s'accomplir, c'est le fait qu'il y a une sorte de répartition, de dissémination des responsabilités. Personne ne se sent partie prenante du crime. Chacun fait sa fonction dans son coin et peut même parfois se donner de bonnes raisons, d'avoir de bonne conscience en disant moi je fais ça, mais s'il y avait quelqu'un d'autre de plus méchant que moi, ce serait pire. Voilà, donc on se donne tous, comme être humain, comme individu, on est toujours en train de se donner des justifications pour ce qu'on fait. Donc imaginez, dans le contexte de l'occupation, des gens qui se retrouvent dans de tels services. Mais pour autant, et c'est ça qui rend l'analyse intéressante, c'est qu'on a toujours notre conscience en quelque sorte. Et donc il y en a qui vont être à minima, il y en a qui vont... ne pas se poser de questions, ça arrive, et puis d'autres qui vont se poser des questions, mais de mauvaises questions, qui vont être zélés, qui vont essayer de profiter de la situation pour faire carrière, pour aller plus loin. Donc, en fait, une situation aussi exceptionnelle que celle que j'étudie dans le livre, elle permet de poser plein de questions classiques que les sociologues, que les historiens travaillent en des temps moins troublés. Ouais. C'est marrant parce que plus j'avançais dans le livre, plus je pensais à la chanson de Goldman, si j'étais né en 17 à Leidenstadt, vous savez, qu'est-ce que j'aurais fait en fait à cette époque-là? Et c'est la question qu'on se pose, c'est un peu ce que vous dites, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Et c'est un peu ce qui m'a presque manqué dans le livre, c'est le contexte humain, c'est presque un livre scientifique, on va vraiment au fond des choses. Tout est noté, les notes sont incroyables, elles sont extrêmement nombreuses, tout est vérifié, c'est un vrai boulot d'historien. Mais il m'a manqué ce côté humain, chaleureux oui, mais c'est des humains aussi. Ah non, je pense que j'ai essayé. Alors, c'est pas facile d'accéder à cette dimension-là parce que les archives sont celles de l'épuration, sont celles qui ont été conservées du fonctionnement de l'État. Donc, on voit des bureaucrates au travail, c'est ça. Pour l'essentiel, et moins des êtres humains. Alors, comment faire pour essayer d'accéder à cette humanité ?
Alors, à l'époque, parce que ce livre et la réédition, j'ai retravaillé un texte qui a été publié la première fois en 2011. Et j'avais mené mon enquête dans les années... j'ai commencé dès 2006, mais j'ai mené une enquête d'entretien dès 2008. Avec des survivants. Avec des survivants. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Bien sûr. Mais c'était une sorte de fenêtre de tir extraordinaire pour l'historien. C'est-à-dire qu'on avait à la fois accès à des dossiers qui n'étaient pas accessibles jusqu'alors, les dossiers nominatifs de carrière, des dossiers d'épuration, et on pouvait aller chercher les bonhommes pour voir s'ils étaient encore en vie. Ça, c'est dingue. Et le fameux Jacques C., que j'ai rebaptisé, qui prend son vrai nom, je ne sais pas si je dois le nommer, mais je lui ai redonné le vrai nom dans le livre, Causin. Et je peux aller rencontrer ce monsieur, qui avait 89, 90 ans quand je l'ai rencontré, et qui était un jeune rédacteur de 42 ans. Donc des témoins comme ça, j'en ai trouvé une demi-douzaine. Et ça m'a permis d'avoir un peu la dimension humaine. Et puis après la sortie du livre, j'ai eu aussi accès à des archives privées. Et j'ai intégré dans cette nouvelle édition notamment des archives privées qui viennent de Pierre Vessette, le fameux chef, l'un des sous-chefs de bureau du service juif de la préfecture de police de Paris. Donc on arrive à voir comment effectivement des affects personnels peuvent influer comme ça sur la carrière de personnes. Donc, Pierre Vessette, je savais par des entretiens, parce que j'avais vu dans son dossier d'épuration, que c'était, comme on disait, un fou furieux. Voilà. Et puis je vois que il a tenu son journal intime, qu'il était militant de l'Action française. Voilà, donc on voit un personnage, en plus un personnage qui a vécu assez vieux, et donc on le voit encore dans les années 90 et 1997, notamment quand il y a le procès Papon, fulminé dans son coin, trouver que la France est devenue un pays négrifié, plein d'homosexuels. Donc voilà, on a cette part-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vient en plus d'un matériau qui est effectivement constitué d'archives de l'État. Oui, évidemment. Ce qui est vachement bien, je le dis comme ça, c'est qu'il n'y a pas de jugement dans ce livre. J'avais très peur du jugement, que vous puissiez porter des jugements. Mais non, c'est un vrai livre d'historien. Je le redis, c'est quand même extrêmement important. Comment vous avez eu accès aux archives justement du service juif, de la préfecture de police ? Alors on est dans les années 2000. Dans les années 2000, les archives se sont ouvertes de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a eu le procès Papon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Lionel Jospin avait fait une circulaire pour dire maintenant faut... Parce que jusqu'à présent, moi j'avais commencé ma maîtrise en 97, il fallait faire des demandes de dérogation. Enfin voilà, c'était très, très compliqué. Et puis, il y a eu une nouvelle loi sur les archives. Et vers 2008, les dossiers nominatifs, alors eux, ils étaient pas concernés par la circulaire précédente, par la circulaire de Jospin. Eux, ils étaient toujours sous dérogation. Ils ont commencé à s'ouvrir. On est là, donc on est 2007-2008, et donc j'ai pu accéder aux archives, à la fois les dossiers nominatifs d'épuration et les dossiers nominatifs de carrière. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans l'individu plongé dans son milieu professionnel. Les dossiers d'épuration, c'est d'épuration administrative. Donc, vous avez des gens qui viennent devant leurs collègues s'expliquer. On les accuse d'avoir été collabos, d'avoir mal agi. Et donc, ils doivent se justifier devant d'autres collègues. Donc, c'est un peu le langage de la maison. Et tout ça, c'était assez intéressant pour comprendre leur marge de manœuvre, la manière dont on va considérer qu'ils auraient pu faire moins, qu'ils ont parfois été trop zélés. Donc, on se rend compte qu'il y a toujours des marges. Voilà. Et ça, cette idée qu'il y a toujours des marges, c'est vraiment en consultant ces dossiers de carrière et surtout d'épuration que j'ai pu en prendre la mesure, parce que là, c'est pas l'historien qui vient après coup et qui, avec son jugement de valeur des années 90-2000, va dire « Ah ben non, vous auriez pu faire ci, faire ça ». Oui, la chanson de Georges Goldman dont vous parliez tout à l'heure. Ben là, oui, on voit que clairement, il y a des collègues qui disent « Ben non, vous auriez pu faire autrement ». Vous auriez pu... Et ça permet de prendre la mesure de toute la gamme possible d'attitudes sans avoir soi-même apporté de jugement de valeur, puisque c'est eux qui le disent. Alors évidemment, dans un contexte très politique, voilà, l'épuration à la préfecture de Paris, c'est pris en main en grande partie par les communistes. Il y a un moment particulièrement actif en 45, au printemps 45, et il va y avoir après
beaucoup de décisions de cette commission d'épuration qui vont être analysées, qui vont être retournées. Mais voilà, il y avait un matériau très riche, et j'en ai vraiment fait mon miel, notamment pour le chapitre où je m'intéresse à la manière dont la préfecture de police de Paris avait dans son service juif un petit bureau qui accueillait directement les gens. Ce qu'on appelait les cas douteux, c'est le bureau 91. Et là, avec ces archives, avec le témoignage d'un des rédacteurs de ces services, Jacques C., avec le témoignage de la secrétaire de Jean Tullard, qui était le chef... André Tullard, pardon. Lapsus, désolé. Non révélateur. J'ai réuni un certain nombre de matériaux qui m'ont vraiment permis de faire la sociologie, quasiment comme si on y était, d'un petit bureau, et comment ce petit bureau traitait la clientèle, selon son vocabulaire qu'elle recevait, c'est-à-dire tous ces juifs, ou pas vraiment, cas douteux, qui disent en fait, je me suis déclaré juif, mais je ne suis pas juif, ou alors on vous accuse d'être juif, démontrez que vous ne l'êtes pas. Et donc là, ça permettait de voir des interactions quotidiennes qui sont assez rares, parce qu'en règle générale, la politique antisémite de Vichy, elle est très abstraite. C'est des gens dans des bureaux qui font des circulaires. Le commissariat de questions juives, on ne reçoit pas des juifs, on traite des dossiers. Là, c'est des gens qu'on reçoit. Donc ça, cet aspect-là de la politique antisémite de Vichy, c'était par mon travail, je pouvais la mettre en lumière. Vous avez rencontré des obstacles, que ce soit institutionnels, politiques, pour tout ce travail-là? Ça reste un sujet extrêmement sensible. C'était sensible, et alors, j'ai eu la chance de tomber sur des archivistes à la préfecture de police de Paris qui avaient envie de me laisser travailler. D'accord. Quelques années avant, quand je faisais ma thèse sur le commissariat général aux questions juives, on m'avait bien fait comprendre qu'il y avait des dossiers qu'il ne fallait pas trop que je les demande. On m'avait dit, ne cherchez même pas à demander des dérogations, voilà. Bon, quand vous avez 25 ans, que vous recevez ce genre de coup de fil de la préfecture de police de Paris, c'est pas très agréable. Mais bon, voilà, après ma thèse, je suis rentré au CNRS. Puis là, je fréquentais beaucoup le service d'archives de la préfecture de police de Paris, qui était à l'époque rue des Carmes, au cœur de Paris. Et la responsable, la commissaire Jiquel, on sympathise, et c'est vrai qu'elle a tout fait pour m'aider, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'inventaire pour les dossiers nominatifs. Il fallait que je lui demande. Et chaque fois, c'est elle qui traitait le dossier. Alors, elle le regardait avant. Bon, elle me disait, allez, vous allez pouvoir le voir. Et j'ai pu comme ça voir tout ce dont j'avais besoin de voir, j'ai pu le voir. Et ça a vraiment été formidable. Et au bout d'un moment, c'était devenu presque la routine. Je faisais ma dérogation, j'avais ma réponse. Et ça a duré comme ça pendant des mois. C'est là où il y avait ce petit musée de la police juste à côté? Exactement, il y avait le petit musée de la police. C'est grâce au responsable du petit musée de la police que j'ai pu retrouver le fameux témoin extraordinaire de mon livre, Jacques C. Parce que Jacques C, il était resté lié aux anciens de la maison. Et on dit, mais vous savez, ce dossier-là, le type est encore vivant. Incroyable. Et donc voilà. C'est fantastique. Il est où? Où est-ce que c'est, les archives maintenant? Alors maintenant, elles sont au Pré Saint-Gervais. Donc l'endroit est moins agréable, mais c'est une belle salle de lecture, plus fonctionnelle, mais il n'y a plus ce côté un peu balsacien et sympathique qu'il y avait rue des Carmes. Ah bah oui, si vous l'avez connu. J'ai bien connu. C'était génial comme endroit. J'ai adoré ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on faisait partie des meubles. C'est ça, puis c'était très très humain. Très humain, exactement. Comment est-ce que l'historien évite la tentation de juger moralement, justement? Pas facile. On a quand même... Bon, d'abord, je vous l'ai dit, il faut s'abriter derrière les sources. C'est elle qui parle. C'est elle qui parle, et finalement, c'est elle qui juge. Parce qu'il y a des citations accablantes sur certains. Il y a le responsable du service, parce que le bureau 91, c'était un bureau masculin, physique. On reçoit une clientèle difficile, donc il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Le chef chef de salle, c'est un gardien de la paix mis à disposition. Il tient des propos antisémites épouvantables. Et au moment de l'épuration, il y a un collègue qui disait qu'il faudrait un égout collecteur qui parte du bureau directement dans la Seine pour mettre les Juifs. Bon, vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes. Ça, c'est clair. Vous citez ça, et d'ailleurs, c'est l'un des rares. Ce fameux André Guillemenot, c'est l'un des rares bureaucrates des affaires juives qui va être condamné à la libération, à 5 ans de travaux forcés, justement parce que les juges, là, ont considéré qu'il était vraiment allé
très loin dans sa brutalité, dans cette manière de recevoir les gens. Ouais, ce qui n'est pas le cas de tous, on y reviendra Tout tout à à l'heure. fait. En quoi le fonctionnement administratif a contribué à rendre l'antisémitisme ordinaire, entre guillemets? Eh ben, c'est devenu d'abord des textes de loi. Donc, quand il y a un texte de loi, et surtout une loi française, ça va permettre à ces agents de plus être dans une situation. Là, on parle de ceux qui sont à Paris, donc en zone occupée. Au départ, c'est pas facile pour eux parce que les Allemands, pour eux, la préfecture de police de Paris, c'est un enjeu important. Et donc, ils mettent la main sur la préfecture de police de Paris, ils mettent la main sur des dossiers, ils mettent la main notamment sur le casier central des étrangers, qui est une ressource fondamentale. Et donc, pour ces agents, ils se sentent dans une situation de soumission qui n'est pas très agréable. Donc, quand apparaissent des lois françaises qui persécutent les Juifs, ils sont plus simplement obligés d'appliquer les ordonnances allemandes. Ils ont aussi des lois françaises. Donc, il y a une sorte de logique de souveraineté qui se met en place. Et ce qui est très frappant, c'est de voir le besoin qu'ils ressentent d'essayer de rapprocher cette norme nouvelle, qui est quand même exorbitante et anormale en vérité, de leur catégorie précédente. Donc, ils vont essayer de rapprocher la législation sur les étrangers. Oui, c'est calqué d'ailleurs. Voilà, donc ils font, vous le dites bien, ils font des ordonnances eux-mêmes, qui vont calquer celles sur les étrangers, qui vont appliquer aux Juifs. Donc comme ça, c'est une sorte de confort. Mais on voit que ce confort, il est très régulièrement perturbé. On voit notamment Tullard, le responsable des affaires juives, qui lui, il était à la tête du casier central, c'est un chef de bureau, c'est un pur bureaucrate, juriste. Lui, on lui demandait de s'occuper des étrangers, tout d'un coup, on lui demande de s'occuper des Juifs, mais il n'y a pas que des étrangers. Et c'est lui qui prend l'initiative de se dire, il faut peut-être distinguer les Français. Donc on va faire des fiches pour les Français, bleues, et des fiches pour les étrangers, orange. Il y a qu'à Paris qu'on fait ça. En province, on fait pas ça. Donc c'est bien là la preuve que on a confié ce dossier juif à des gens qui avaient une longue tradition de travail derrière eux. Le pointage, le suivi des étrangers, c'est un savoir-faire bureaucratique que la préfecture de police de Paris avait, qu'on ne voyait pas forcément en province. En province, les préfectures, il n'y avait pas ces agents professionnalisés, spécialistes de ça. Et donc, ils se sont adaptés à ça. Et donc, on voit Tullard qui fait ses formulaires et qui lance cette idée de fichier. Et après, finalement, il se dit, alors les juifs français et juifs étrangers, on les met ensemble. Oui, on les met ensemble. Et c'est des fiches de couleur orange et bleu qui permet de les distinguer. Puis après, on fait une première rafle. Alors, il n'est pas pas très à l'aise parce qu'on a aussi arrêté des anciens combattants. Donc, il se dit, si on fait un nouveau recensement, il faudra qu'on intègre la catégorie anciens combattants, puis aussi service de guerre, puis aussi gens qui ont des problèmes de santé. Donc on voit que ces bureaucrates, c'est pas tous des monstres, absolument pas. Ils s'adaptent à une situation exceptionnelle en essayant d'injecter, et ça on va vraiment le voir au moment de la rafle du Veldiv, d'injecter aussi des éléments un peu d'humanité qui font que quand ils rentrent chez eux le soir, ils se disent pas qu'ils sont mal agis. Ils se disent on va essayer de faire de notre mieux. Évidemment, ils ne sont pas au courant. Entre 40 et 42, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe après. Les voyages... Alors, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe après, mais ils sont au courant de ce qui se passe à Drancy. Parce que la préfecture de police de Paris est chargée de la gestion du camp de Drancy. Au-dessus de Tullard, il y a le directeur de la police générale, il s'appelle Jean-François. Alors lui, il est beaucoup plus antipathique. Lui, c'est vraiment ça, c'est encore une fois, c'est pas mon jugement, c'est comme ça qu'il est apprécié, qu'il est vu par notamment un sous-chef de bureau que j'avais rencontré. Le type est vraiment, il vient d'un service. C'est pas comme Tullard, quelqu'un qui a été formé par la législation sur les étrangers. Lui, c'est un administrateur qui s'occupe des dossiers difficiles. Il s'est occupé de la nord-africaine juste avant la guerre. La nord-africaine, c'est le service le plus pénible de la préfecture de police de Paris. Donc, c'est pas pour rien qu'on confie la police générale et le camp de Drancy à cet homme-là. Donc, il gère le camp de Drancy de manière assez... l'ordre, c'est l'ordre. Les considérations humanitaires, il s'attarde pas trop dessus. Lui, il a peur des Allemands, il a peur de mal faire son boulot. Il est là-dedans.
il y a un petit service de la préfecture de police de Paris qui est relié au service juif de la PP. Ils savent ce qui se passe. Ils savent qu'on meurt de faim à Drancy. D'ailleurs, même François, il a beau être implacable, même lui dit c'est pas possible, on peut pas laisser comme ça des gens mourir de faim. Donc ils savent ce qui se passe à Drancy. Et ils peuvent donc ils peuvent pas imaginer que ce sera mieux pour les Juifs une fois déportés en Pologne. Bien sûr. Donc il y a quand même voilà, la situation de Drancy qui est vraiment la catastrophe humanitaire en zone occupée. Hein. Ça a vraiment été en novembre 1941 absolument dramatique. Ça, c'est des éléments qu'ils ont. D'accord. Comment est-ce qu'on peut expliquer la coexistence justement entre des antisémites notoires, enfin, ceux qui écrivent effectivement ou qui lisent l'Action française, qui sont même liés à tout ça, et des fonctionnaires simplement obéissants? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Alors d'abord, il y a une coexistence, effectivement, la préfecture de police de Paris. Là, on reste dans la préfecture de police de Paris parce que c'est l'aspect le plus... C'est en fait l'aspect le plus neuf de mon travail, parce que commissaire aux questions juives, j'avais déjà fait ma thèse. Mais ça, c'est vrai que c'était un service qui n'avait jamais été étudié. On n'a jamais été étudié, alors que c'est le service. Ils étaient 150. C'est eux qui ont fait le recensement. C'est eux qui ont contrôlé la population à Paris, où il y avait 150 000 juifs qui ont été recensés, la moitié des juifs sont là. C'est eux qui ont organisé la rafle du Veldiv, etc., etc. Donc s'intéresser à qui ils sont, comment ils pensent, leur travail, c'était important. Donc il y a une coexistence entre des gens, parce que c'est des bureaucrates, mais il y a aussi une politisation. Et dans les années 30, il y a un préfet de police qui s'appelait Chiappe, où il y avait une sympathie avec les milieux nationalistes. Donc il y a une proximité aussi dans certains recrutements. Et le fameux Pierre Vessette, c'est le fils d'un administrateur du Matin, qui est un journal nationaliste. Et lui, c'est un militant nationaliste. Voilà. Donc il y a aussi ce type de profil-là qui rentre. Et puis il y a d'autres qui sont... Parce qu'il y a aussi une culture maçonnique, des francs-maçons, donc très républicaine aussi. Et puis d'autres au milieu qui font pas du tout de politique. Tullard, par exemple. Tullard fait pas du tout de politique. Ouais. Sa passion, c'est le droit. Ce qui l'intéresse, c'est le droit. Quand il va voir des conférences, c'est des conférences de droit. Ben voilà. Donc on a ces différents profils qui vont coexister et en fonction des situations, en fonction des dossiers, on va privilégier tel ou tel profil. Par exemple, un V7, il va être mis en avant parce que Tullard a bien conscience que pour un dossier comme celui des Juifs, il faut un type un peu coriace, un peu... Voilà. On sait qu'avec lui, encore c'est une citation... Il a confiance. Voilà, j'aurai la paix. On aura la paix. Voilà. On sait que le travail sera bien fait, que le type va faire le boulot. Alors qu'un type un peu plus tendre, notamment un sous-chef de bureau que j'avais interrogé, lui passait pour le type un peu gentil quand il reçoit les gens. Enfin, vous voyez, tout ça, ça joue... Et vous savez, moi, mon père, il a été dans l'administration. Il était chef des impôts, chef de centre des impôts. Et moi, j'ai baigné là-dedans. Et donc, la manière dont il parlait de ses employés, on voit bien que le facteur humain, il est prépondérant. Et que c'est tout le temps des arbitrages en fonction de est-ce que le type est assez solide pour gérer tel dossier ou pas, quoi. Et ça, on le voit vraiment, on en mesure vraiment les effets dans ce dossier terrible qui est celui de la persécution des Juifs. Quand on bosse aux impôts, on doit avoir plein d'amis, non? En tout cas, on évite d'avoir des ennemis. C'est logique. Comment est-ce qu'on peut interpréter la transformation d'un bureaucrate neutre, justement, en acteur actif de la persécution? Alors ça a été tout le travail que j'ai fait sur mon fameux Jacques C. Ouais. Alors la thèse, en fait, que je peux développer, c'est que plus on est jeune, et socialisé près des années 40, voire au début des années 40, plus on a de chances de devenir assez facilement un bureaucrate des affaires juives. J'ai cité 3 exemples que j'ai comparés. Il y a Pierre Vessette, il y a André Brock et il y a le fameux Jacques C. Pierre Vessette est né en 1908, il est rentré en 1931 à la PP. Lui, c'est le nationaliste de choc. Donc il reste quand même d'abord et avant tout un bureaucrate. On voit qu'il va faire du zèle, mais c'est pas pareil qu'un André Brock qui lui rentre en 1939, qui lui est déjà très politisé et qui voit ce matériau nouveau qui est le dossier juif comme une opportunité formidable. Ouais. Il fait une thèse de droit sur la qualification de juif.
Donc vous voyez là, on voit comment se façonne, c'est le titre du livre, un antisémite de bureau, Bien sûr. véritablement. Et puis il y a le troisième exemple, c'est Jacques C. Alors lui, il est né en 19. Il fait sa licence de droit en 1941. Ça fait déjà 1 an que la France est occupée. Il y a eu la crise des années 30, il y a la montée des... Donc lui, c'est tout naturel. Bien sûr. C'est tout naturel. Il n'est pas antisémite du tout de formation, mais il y a de la propagande antisémite, il y a des lois antisémites. Il rentre dans un service antisémite parce qu'on lui dit qu'il faut rentrer là. Il passe le concours de rédacteur. Il est premier. C'est un profil d'excellence. On le nomme dans le service qui a le plus besoin de rédacteurs compétents, c'est le service juif. Et il devient un antisémite de bureau, vraiment. Et 70 ans après, quand je l'ai interrogé, il se rappelait encore des blagues de bureau. Il était encore complètement imprégné par la législation. Il savait parfaitement les cas douteux, les demi-juifs, quels critères, comment on repère un demi-juif, les prénoms, il avait encore gardé en tête tous les trucs. C'était devenu pour lui une sorte de jeu intellectuel, bureaucratique. C'était son boulot, Et en plus, il avait 22 ans, donc il découvre la vie comme ça, il se fait des potes de son âge, on fait des blagues, voilà. C'était saisissant de voir. Et il m'était arrivé une expérience assez incroyable, parce que Jacques C, je l'ai vraiment beaucoup vu. Je me disais, un témoin comme ça, faut vraiment passer du temps avec lui. Il était très, très gentil en plus, et moi j'étais comme un fan, quoi, qui voulait avoir des réponses, qui buvait ses paroles. Il me parlait toujours d'un copain avec qui il était rentré. Avec mon copain Jean, on avait vu ensemble la fiche de rédacteur, du concours de rédacteur, et on est rentré. Alors son copain Jean, il était encore pire que lui, il était d'un antisémitisme épouvantable. Il me racontait des blagues qui faisaient que le copain Jean. Et un jour, j'ai une amie qui me dit, tiens, j'étais à une exposition, et j'ai rencontré une dame. On se parle. À l'époque, cette dame, c'est une amie, Paul Zacherman, réalisatrice. Elle faisait un documentaire avec moi. Et alors, sur le commissariat en question juive, elle me dit, je raconte ce que je fais un documentaire. Et elle me dit, c'est marrant, mon père était à la préfecture pendant la guerre. Alors, je dis, il s'appelle comment, le père? Jean L. Jean L. Mais c'est marrant, mais le mec m'appelle Jean L. Et c'était le même. Et donc, il était décédé. J'ai fait une rencontre avec la fille de Jean L. Et au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, j'avais qu'à les laisser. Et elle racontait toutes les blagues antisémites que son père... Il avait passé 1 an, son père, à la préfecture de Paris. Ça l'avait marqué à vie. Donc, on est quand même dans une expérience qui est quasi traumatique, en fait, où des gens ont été dans ce bain-là et ça les a imprégnés absolument à jamais. En plus, ce qui est incroyable, c'est qu'on va vraiment dans le détail avec ce livre. C'est que, vous dites, il se faisait engueuler par les Allemands parce qu'il faisait des fiches manuscrites. Parce que je crois avoir compris que certaines fiches de couleur, ça marquait pas bien avec l'encre de la machine à écrire. Et qu'il avait fallu que pour les Allemands, ce soit dactylographié. Enfin, ça va loin quand même, leur demande. Oui, ils sont cette pression-là, faut pas la nier. Elle est permanente. Il y a un jeune officier SS qui s'appelle Theodor Dannecker. Oui. Il a des tics. Il est complètement fou. Il fait peur. Il fait peur. Donc, quand vous avez un officier SS qui arrive, il a 27 ans en 1940 et qui hurle ses ordres, bon, vous vous dites, si j'obéis pas, je risque d'aller en prison. Et alors, il n'y a pas de cas à la préfecture de Paris, mais au commissariat de questions juives, il s'est excité contre quelqu'un, et le chef de cabinet de Vallat, il est allé au Cherche-Midi pendant 4 mois. Enfin, vous voyez, donc il y a quand même ça qui est là. Et donc, effectivement, Dannecker avait exigé la fabrication d'un fichier modèle. Il voulait un vrai fichier, mais ce fichier, il le voulait vite. Donc, ils ont fait à la main, effectivement. Et puis, ils n'ont pas pensé à tout. Ils ne sont pas pensés, par exemple, à mettre la rubrique du sexe. Est-ce que c'est un homme, une femme? Quand vous arrêtez des hommes, c'est un peu embêtant. Les prénoms polonais, c'est... Et donc, après une rafle qui a eu lieu en août 1941 et pour laquelle le résultat a été jugé décevant par Dannecker, puisque lui-même était allé dans les fichiers, il avait établi une liste de 5800 personnes, on n'en a arrêté que 3000. C'est la fameuse rafle du 11e arrondissement. Donc, il a dit, je veux un nouveau fichier. Mais cette fois-ci dactylographié, qu'il n'y ait pas d'erreur, etc. Et là, V7... avec Tullard, a imaginé la solution la plus rapide, la plus efficace. Ça a été de convoquer les Juifs dans un lieu unique de Paris et ensuite de faire un travail
alors le fichier très bien fait, il va s'appeler fichier de contrôle. Fichier de contrôle, il est très important parce que c'est lui qui a servi à organiser la rafle du Veldiv. Et effectivement, là, c'est un fichier, il n'y a plus d'erreur de nom, il est beaucoup plus propre que le fichier précédent. On peut penser, c'est la question que je me suis posée, on peut penser qu'ils ont fait exprès au départ, de ne pas mettre le sexe, etc. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, honnêtement, il faut bien imaginer qu'ils sont sous pression. En octobre 40, les Allemands font une ordonnance pour recenser les Juifs en zone occupée. Dannecker arrive au bureau, caserne de la Cité, et il dit clairement ce qu'il veut. Il veut un fichier bien fait qui lui permette... Donc, Tullard imagine un formulaire, et donc, on mentionne le nom, la date de naissance, l'adresse, la profession. Comme on est toujours en lien avec son travail ordinaire, qui est celui de s'occuper des étrangers, on prévoit de noter le numéro du casier central. Il pense à ça. Il y a des choses auxquelles il ne pense pas. Et on n'est pas encore du tout dans une logique où on pense qu'on va arrêter des femmes, où on pense qu'on va arrêter des enfants. Personne ne peut imaginer ça. Donc, dans leur esprit, il faut juste noter qui va être chef de famille, et basta. Voilà. Et distinguer les Français des étrangers. Ça, c'est important dans l'esprit de Tullard. Mais les femmes et les enfants, ça suit le sort du chef de famille. Enfin, vous voyez, on n'est pas encore dans une réflexion comme ça. Et c'est plus tard que le problème des enfants va se poser, et la préfecture de police de Paris va gérer ce problème administratif en fabriquant un fichier des enfants. Ouais. Parce qu'à partir de l'âge de 16 ans, les enfants, on peut les arrêter, les déporter seuls. Donc il faut aussi qu'on ait un outil là-dessus. Donc on voit vraiment une sorte d'engrenage comme ça, bureaucratique. Il y a une différence entre juifs français et juifs étrangers au début ? La différence, c'est qu'il y a des fiches bleues pour les uns, des fiches oranges pour les autres. Mais pour le reste, ils sont touchés de la même manière par la politique de spoliation, parce que la préfecture de police de Paris reçoit l'ordre. C'est la préfecture de police de Paris qui, au départ, s'occupe également de ça. Ouais. On l'a oublié. Mais les fameuses affiches, vous savez, quand on voit des dans les documentaires, on voit les affiches jaunes, entreprise juive, affiches rouges, entreprise mise sous gestion provisoire d'un commissaire gérant. C'est la préfecture de police de Paris qui s'est occupée de ça. Donc là, vous avez un commerce, vous êtes français, étranger, il y a pas de distinction. En revanche, au moment des rafles, il va y en avoir. Il va y en avoir parce que les Allemands, au début, n'osent pas, c'est qu'ils sont un peu tenus par la convention d'armistice, la convention de La Haye. On ne peut pas comme ça, même quand on est l'occupant, interner des populations civiles sans raison. Donc les Allemands vont utiliser une loi de Vichy, du 4 octobre 1940, qui permet d'interner les ressortissants étrangers de race juive. Donc ils vont la faire appliquer à Paris en mai 1941, donc on ne va viser que des juifs étrangers. Mais bon, en août 1941, quand il y a la fameuse rafle du 11e, il n'y a pas de distinction français-étranger. Tout le monde, tous les hommes, c'est des hommes, sont concernés. D'accord. Les théories, alors là on sort du livre, les théories comme quoi en France, les juifs français auraient été, je vais dire entre guillemets, favorisés par rapport aux juifs étrangers, ne tient pas donc. Non, elle ne tient pas, elle est absurde. Et surtout, elle omet complètement la cohérence de la politique de Vichy. C'est-à-dire que Vichy a une politique antisémite. Et cette politique antisémite, elle a dès le départ deux aspects. La première, c'est le statut des Juifs. Le statut des Juifs vise à faire des Juifs des sous-citoyens. Et le statut s'applique aux Juifs français. Et il y a un deuxième aspect de cette politique, dès octobre 40, en parallèle, le même jour, au journal officiel, il y a le statut des Juifs et il y a la loi dont je viens de vous parler qui permet d'interner les ressortissants étrangers de race juive. Donc la politique de Vichy, elle est claire. Les Juifs français resteront en France comme des sous-citoyens et les Juifs étrangers doivent repartir. Cette politique, elle va être affirmée publiquement au printemps 1941. L'amiral Darlan, lorsqu'il crée le commissariat aux questions juives, le dit bien. Xavier Vallat donne une interview à la presse et il dit, voilà, les Juifs étrangers, et même les naturalisés, tous ces gens qui sont devenus français, partiront. Voilà, et les Juifs français, eux, resteront, c'est des sous-citoyens, les anciens combattants auront peut-être des exemptions. Voilà, c'est ça la politique de Vichy. Bousquet, en 1942, le chef de la police de Vichy, redit la même chose. Les Juifs français, sous-citoyens, les Juifs étrangers, il faut qu'ils partent. C'est pour ça qu'il y a eu bien plus de Juifs étrangers déportés que de Juifs français, parce que quand les Allemands
ont demandé à Vichy de livrer des juifs. Vichy a dit d'accord, on vous livre les juifs que vous voulez, mais on vous donne que des étrangers. D'accord. Voilà, et c'est ça qui explique la rapidité avec laquelle Vichy a satisfait aux ordres allemands, puisque en quelques semaines, vous avez 25 000 juifs qui sont déportés à l'été 1942. Alors après, la population proteste, voilà, donc Vichy va revenir en arrière. Mais c'est en aucun cas une politique de sauvetage, c'est vraiment une erreur qui vient du fait que vous avez encore des auteurs qui vont prendre pour argent comptant des justifications de Vichy d'après la guerre. Évidemment, en 1945, quand vous êtes devant la haute cour de justice, vous avez un avocat qui est intelligent et qui dit regardez, il y a plus de juifs français, plein de juifs français ont été sauvés, la majorité des juifs de toute façon ont survécu en France, on va dire que c'est grâce à Pétain. Et donc voilà, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge, ça ne tient sur aucune donnée empirique. Il y a eu en 1990 l'affaire du fichier juif. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Alors l'affaire du fichier juif, c'est une affaire qui a eu un prolongement dans mon livre parce que j'ai été amené, à cause d'un des acteurs de cette affaire, Serge Klarsfeld, à me replonger dans cette affaire et à la reconsidérer. Alors l'affaire du fichier juif, en fait. Le fameux fichier juif, c'est parce que ce fichier qu'on appelle fichier Tullard, parce que c'est André Tullard qui l'a, c'est une dénomination impropre. Moi, je ne parle jamais de fichier Tullard, mais c'est comme ça qu'on l'a baptisé. Donc les Juifs ont été recensés à Paris en 1940. C'est ce fameux fichier modèle, 150 000 Juifs, un fichier général, des fichiers thématiques. Il y a une sorte de légende autour de ce fichier, de fichier absolument extraordinaire qui a permis aux Allemands de faire les rafles, etc. Ce fichier, après la guerre, il disparaît. On n'en entend plus parler et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et c'est comme ça une sorte de serpent de mer de temps en temps. Il y a un article dans la presse, on dit il y aurait peut-être quelque chose. Et puis en 90, Klarsfeld obtient l'accès aux ministères des anciens combattants où il y a un fichier de recensement de la préfecture de police de Paris. Il dit est-ce que je peux voir ? Il dit non, pas vraiment. Alors il est dans une commission qui peut accéder à ça. On lui donne une fiche et il dit j'ai trouvé le fichier juif. J'ai trouvé le fichier juif, c'est un scandale, il était caché. Donc Klarsfeld joue la carte du scandale et ça fait un tintamarre pas possible. Moi je me rappelle, j'étais collégien, mais c'était une affaire dont on parlait dans les médias. Il y avait l'affaire du fichier juif, plein d'articles dans la presse, des reportages à la télé. Et donc pour étouffer le scandale, Jacques Lang, ministre de la Culture, d'éducation nationale mais aussi de la culture, crée une commission d'historiens présidée par René Raymond, qui était le grand pape de l'histoire contemporaine, avec des historiens, Jean-Pierre Azéma, André Caspi, et des archivistes. Et alors cette commission, elle va conclure fautivement au fait que ces fiches, parce qu'en fait on se rend compte qu'il reste 3 fichiers, il reste un fichier, alors ça je vous donne la nomenclature qui était accessible, fichier général en partie seulement, fichier de contrôle en partie seulement et le fichier des enfants. En fait, pour vous la faire courte parce que c'est quand même assez compliqué, après la guerre, on a gardé le fichier juif parce que ça permettait d'avoir des informations sur les victimes de la persécution et surtout de la déportation. Ça permettait de délivrer des attestations, donc on les a gardés. En 1946-47, il y a un ordre du ministère de l'Intérieur qui a dit qu'il faut quand même un peu débarrasser l'administration de ces archives qui discriminent les juifs, qui établissent une distinction. Donc, on a retiré les fiches de gens qui n'avaient pas été arrêtés et déportés parce qu'eux, ils n'ont pas été concernés, il n'y a pas de droit à donner, etc. Donc, on a gardé que les fiches des juifs qui ont été arrêtés et déportés. Et en 1948, on a transmis ça au ministère des anciens combattants. On a détruit les sous-fichiers qui n'étaient pas intéressants. On a gardé donc le fichier général en grande partie, donc c'est quand même une documentation très importante, et le fichier de contrôle. Et les conclusions de la commission Raymond, elles étaient tellement erronées que même moi, travaillant sur l'antisémitisme de bureau, ça faisait 2-3 ans que je travaillais sur le sujet, je n'avais même pas pensé que j'avais là quelque chose en lien vraiment avec mon sujet, parce que la commission Raymond avait dit non, ça n'a rien à voir, c'est des fichiers dérivés, ça a été fait pendant, mais c'est pas le fichier. Enfin bref, j'étais complètement noyé dans ces explications vasouilleuses qui visaient un peu à protéger, je sais pas quoi, l'honneur de l'État ou donner tort à Klarsfeld. Et Klarsfeld m'avait dit allez voir ces fichiers, allez voir, c'est les fichiers d'origine. Et donc, j'ai fait tout un travail. C'était d'ailleurs l'un des plus gros aspects de l'enquête. J'ai fait ce qu'on appelle des bases de données pour essayer d'analyser vraiment
ce qu'avait mal fait la commission Raymond, Bien en fait. sûr. Et il y a tout un chapitre à la fin de mon livre, le dernier chapitre, le chapitre 5, où j'analyse ce fichier. Et en fait, ça a servi plus tard, quand j'ai fait mon livre sur la rafle du Veldiv, je me suis beaucoup appuyé sur le fichier de contrôle, qui est une source d'informations extraordinaire. Imaginez que vous avez là le recensement en 40 et le recensement un an plus tard. Donc, vous pouvez suivre des gens, les professions qui ont changé, plein d'aspects. C'est vraiment un matériau. Une photographie de l'état. Alors, évidemment, ça ne concerne, hélas, que ceux qui ont été arrêtés et ou déportés et pas les autres. Mais c'est déjà en soi un matériau absolument exceptionnel de plusieurs dizaines de milliers de fiches. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une volonté de le cacher ? Pas de cacher, mais vous voyez, je me replonge un peu dans ce moment-là. Des années 90, il y avait des controverses mémorielles très violentes. Oui. Et donc, il y avait des fantasmes aussi qui venaient se greffer. On accusait la République d'avoir gardé des fichiers de persécution. Et du coup, c'est un peu comme aujourd'hui. Les gens sont tellement prisonniers de la polarisation politique et de logique binaire qu'ils en oublient juste parfois leur bon sens. Le bon sens consistait à dire, bon, ce sont bien les fichiers d'origine, mais si l'administration les a gardés, c'est pour de bonnes raisons. C'était pour donner des droits aux gens. Donc, c'est l'un et l'autre. C'est un fichier qu'on a gardé pour donner des droits. Mais là, on était tellement dans un truc, c'est le fichier Tullard, c'est une honte, on les a cachés, que pour essayer d'étouffer le scandale, on a dit non, ça n'a rien à voir avec le fichier Tullard, le fichier de la préfecture de Paris, c'est autre chose. Donc, on a voulu en quelque sorte désenvoûter l'objet, ce qui était une autre absurdité. Donc, vous voyez, contre un fantasme, on a créé une erreur. Le fait que le président Mitterrand était à la manœuvre à ce moment-là. Et là-dessus, on a évidemment problème Mitterrand, avec son propre problème du rapport à Vichy, ses propres mensonges. Vous voyez, et surtout, en fait, Mitterrand, et ça a infusé partout. J'ai fait un livre, Le savoir des victimes, où je me suis beaucoup penché sur le problème Mitterrand dans les années 90, parce que, en fait, vous savez, c'est le poisson pourri par la tête, comme on dit. Et un président de la République qui a un rapport un peu malsain avec son propre passé de Vichy, ça infuse. Donc autour de lui, et en fait, ça rendait les gens fous. Et il y a eu comme ça des controverses mémorielles d'une violence que je ne soupçonnais pas entre les militants de la mémoire comme Klarsfeld et les historiens académiques. Ça a été très violent, alors que c'est des gens qui, avant Mitterrand, à la fin des années 70, ils font des colloques ensemble, ils participent de cette construction de ce savoir qui avait été longtemps... on n'en parlait pas trop. Et puis dans les années 70, il y a cette évolution qu'on connaît. Tout ça a été assez harmonieux. Et c'est vrai que Mitterrand, son problème personnel par rapport à Vichy, a cassé quelque chose d'assez harmonieux et a créé ces controverses mémorielles assez toxiques. Qui n'étaient évidemment pas simples. Certains de ces fonctionnaires dont vous parlez dans le livre vont répondre à la commission d'épuration. Certains vont être sanctionnés pas très fort finalement, quelques mois ou quelques années pour d'autres. C'est le cas d'André Tullard, qui en a été très profondément blessé en fait. Oui, alors c'est vrai que Tullard, il a eu le sentiment de juste faire son travail, de le faire du mieux qu'il peut. C'était pas un homme qui aimait le conflit, c'était pas quelqu'un qui était... donc il était assez, je pense... terrorisé par le contexte et cette pression sur son service, cette politisation de son travail, mais il a fait le travail. Il a participé à l'organisation de la rafle du Veldiv, il s'est engagé à livrer entre 24 et 25 000 juifs, il a jusqu'au bout, jusqu'en 1943, il a vraiment géré ce service, et donc à la Libération, il est sanctionné. C'est quand même pas... Mais il l'a vécu comme un drame absolu. C'est vrai que quand je vois son fils Jean Tullard, qui est un très grand historien, très respectable, mais qui reprend, c'est normal, c'est affectif, qui reprend dans certains livres un peu des justifications de son père, moi ça me met un peu mal à l'aise parce que en fait, les affaires juives, ça a été une opportunité extraordinaire de carrière pour Tullard. C'est-à-dire qu'il est chef de bureau en 40, il est sous-directeur en 42. Et donc, la petite sanction qu'il a eue pendant quelques mois à la Libération, c'est pas grand-chose par rapport au bon qu'il a eu. Et il est réintégré ensuite. Il est directeur du contentieux. Donc, il a absolument pas pâti, en vérité. Donc, parler des souffrances
des chefs de bureau et des sous-directeurs. En plus, il utilise les deux, dans un de ses livres sur l'administration, les deux titres qu'a eu je parlais de souffrance. Non, s'il y a des victimes dans l'affaire, c'est les Juifs qui ont été déportés. C'est pas des bureaucrates qui n'ont pas été arrêtés par les Allemands, qui n'ont pas été déportés, qui ont juste eu à faire un sale boulot. Il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu... Je veux dire, quand on voit les 4 autres chefs de bureau qui sont en fonction au même moment que lui, il y en a qui n'ont pas eu cette trajectoire-là. Il y en a qui se sont mis en retrait. Il y en a qui ont... Voilà, il y en a qui n'ont pas voulu servir. Je cite le cas d'Hubert Le Fur. Alors Hubert Le Fur, dès qu'il y a un truc qui se passe, il est malade. Il est en congé maladif. Il y avait des possibilités de... Un rapport avec Didier Le Fur ou absolument pas? Non, aucun. Si tous les historiens... Non, il n'y a pas de rapport. Mais son petit-fils est un économiste très connu. Je ne citerai pas son nom. Donc c'est toujours assez étonnant de voir comme ça qu'effectivement on tire des fils et donc il y avait vraiment moyen voilà, il n'était pas obligé il a fait son travail en toute conscience, mais c'est un travail qui a clairement servi la politique antisémite de Vichy et l'organisation de la rafle du Veldiv. Mais il a donné sa démission. Ou il aurait donné sa démission le 12 juillet 1942. Oui, alors ça, c'est ce qu'écrit son fils. Ouais. Effectivement, dans une lettre qu'il avait envoyée au Monde en 1990, parce que c'est vrai qu'il était agacé quand on parle de fichier Tullard. Bon, moi, j'ai pas trouvé cet élément-là dans son dossier de carrière. J'ai pas vu de démission refusée. Oui, c'est la parole du fils. En tout cas, je suis convaincu que ça n'a pas été agréable pour lui, parce que s'il a donné sa démission le 12 juillet 1942, c'est après les 2 réunions auxquelles il a participé, du 7 et du 10 juillet 1942, qui ont organisé la Grande Rafle, et où on le voit plutôt avancer des chiffres. On voit qu'il a bien travaillé, effectivement, il a bien travaillé, puisqu'ils sont en mesure d'avoir 27 400 fiches d'arrestation. Tout ça, c'est son savoir-faire bureaucratique qui a été mis au service de cette politique. On peut penser aussi, nous, c'est facile de juger 80 ans après, mais on ne juge pas, encore une fois. Encore une fois, vous n'avez pas jugé. Mais à l'époque, on peut se dire, c'est parti pour... ça devait durer 1000 ans, je crois, le Troisième Reich, mais c'est parti pour je ne sais combien de temps. C'est peut-être le nouveau monde et on n'a pas le choix. Mais exactement, vous avez tout à fait raison. Et quand on oublie ça, on oublie complètement l'état d'esprit des fonctionnaires de 40-41. Donc déjà, ils ont pris un coup sur la tête avec la défaite de 40, qui est un traumatisme national terrible. En plus, leur travail ordinaire est complètement perturbé par le fait qu'ils sont occupés. Parce que quand je dis occupés, c'est les bureaux qui sont occupés. C'est-à-dire qu'au même étage, vous avez un bureau allemand qui est là. Voilà. Mais très important d'avoir en tête, on considère, jusqu'en 1942, que l'Allemagne a gagné la guerre, va gagner la guerre, que c'est parfois une question de semaines. Donc on est dans des projections où on se situe dans une Europe des dictatures, du nazisme triomphant, et persécuter des populations, ça fait partie de choses qui se font maintenant dans l'Europe dominée par Hitler. Donc ça, c'est vraiment... Alors, tout le monde n'est pas dans cette perspective-là. Vous avez qui choisissent la voie de la résistance, mais ils sont minoritaires. Et ceux qui restent, comme Tullard et d'autres, en fonction, sont bien, pendant longtemps, dans cette perspective-là. Puis après, ça va évoluer. Et après, c'est assez troublant. Et là, on voit vraiment une différence entre le commissariat aux questions juives, parce que j'essaie de mesurer les différences entre les deux services. On voit très clairement que les agents ordinaires de l'État, préfecture de police de Paris, eux, ils sont très sensibles à l'évolution du cours de la guerre. On voit très clairement qu'ils changent d'attitude après novembre 1942. C'est clair, c'est net. En revanche, les ultras du commissariat aux questions juives, eux, ils bougent pas. Ils ont même plutôt tendance à se radicaliser avec les mois. Et en 1944, ils ont brûlé leur vaisseau. C'est le jusqu'au-boutisme antisémite. Si vous deviez résumer... c'est-à-dire en une phrase, le message du livre. S'il y a un message d'ailleurs, ce serait quoi ? Le message du livre, il n'y a pas de message, mais disons qu'il y a une leçon qu'on peut tirer. C'est les effets de la politisation du travail bureaucratique. On voit que quand le politique met une pression politique sur les bureaucrates, ça peut entraîner des conséquences terribles. Et pour autant,
autre leçon qu'on le peut tirer, et elle nous parle bien évidemment, on a toujours le choix. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment fascinant de voir quand on est plongé dans le travail ordinaire de ces gens-là, dans la manière dont ils se sont justifiés, qu'ils avaient toujours une marge d'interprétation pour, vous savez, oublier un dossier. Vous n'êtes pas un résistant, vous ne prenez pas de risque. Fermez les yeux sur un cas douteux. Vous voyez que et on voit très bien que dans l'examen des cas douteux, y a des bureaucrates qui ont cherché la petite bête et d'autres qui n'ont pas cherché la petite bête. Et donc ça, je trouve que c'est un enseignement très important. On peut pas s'abriter que derrière. Oui, c'était dur, il y avait des ordres, il y avait la pression. On a même dans une situation, et c'est là où aujourd'hui on n'est pas dans une situation aussi, mais même dans une situation aussi exceptionnelle, dangereuse, terrible que l'occupation et la dictature de Vichy, même là on voit qu'il y en a, on peut bien ou mal se comporter. Ça, je pense que c'est vraiment la leçon numéro 1 que l'on peut tirer. Et encore une fois, c'est pas un jugement que moi je porte, c'est un examen très précis de comment ce travail s'est effectué et comment il a été apprécié par leurs propres collègues à la Libération. C'est dur d'être un héros malgré tout quand on a une femme et un enfant. Enfin, la femme d'André Tullard travaillait aussi dans l'administration. Hein. Elle était également au service de la préfecture de Paris. Je ne sais pas si elle est aux étrangers à ce moment-là, mais oui, c'est un couple. Comme il y en avait beaucoup à la préfecture de Paris, ils vivent vraiment dans ce bocal. On peut continuer d'enseigner l'histoire sans tomber dans la culpabilisation tout le temps. On peut s'en sortir de tout ça. La grande question sur ce type de sujet, c'est parce que souvent on me dit vous en avez pas marre de culpabiliser les Français. C'était pas ma question. Non, mais comme on me la pose souvent, d'abord, sans chercher d'excuses, quand on travaille sur un sujet comme ça, c'est dur d'en sortir parce qu'il y a une telle épaisseur humaine et ces drames et puis il y a tellement toujours à trouver. Mais pour autant, il faut trouver un compromis mais il faut être juste, en fait. Il faut être juste et montrer que, justement, qu'il y a très clairement des dirigeants politiques en place qui ont commis des crimes, mais qu'à tous les niveaux de l'administration, il y a eu, je viens de faire un gros livre sur Vichy, et qu'est-ce qu'on montre dans ce gros livre sur Vichy ? On montre qu'il y avait, au cœur même de l'État, une zone grise, des gens qui ont pu, parfois bien se comporter, freiner, jouer un rôle de garde-fou. On voit que la population, l'opinion publique, n'a pas suivi la politique de Vichy et que s'il y a eu ce frein à l'automne 1942, c'est pas parce que Vichy avait plus assez de juifs à donner aux Allemands ou parce que Vichy a voulu sauver les juifs français. Non, c'est parce que la population et donc ce sujet-là, justement, permet si on le fait bien, de ne pas tomber dans une sorte de masochisme. Et je constate, en tant qu'historien, qu'il y a eu cette tendance-là, qu'on le voit dans certains documentaires, qu'on le voit dans des manuels scolaires. Quand moi je lis dans les manuels scolaires qu'il y a eu des millions de délateurs pendant la guerre, espèce de cliché qu'on a sur les Français, c'est insupportable. Les Français se sont globalement bien comportés. Ça, le travail des historiens le montre. Il y a eu un attentisme, mais cet attentisme a penché très vite du côté de la résistance. Les gens de cœur étaient du côté de la résistance. Ils ne voulaient pas que l'Allemagne gagne la guerre. Les dirigeants de Vichy voulaient que l'Allemagne gagne la guerre parce que ils avaient mis le doigt dans cet engrenage-là. Mais dès l'automne 40, la population française et pour les Anglais et après les Américains. Donc voilà, les Français n'ont pas à rougir de cette période. Mais il faut quand même dire la vérité. Et on ne peut pas réconcilier, parce que j'entends parfois le discours en disant « Oui, il faut dire que Pétain a sauvé les Juifs français, ça permet de réconcilier les Français. » Non, si on veut réconcilier les Français, il faut le faire sur la vérité. Et c'est pour ça qu'on a fêté les 30 ans du discours de Chirac de 1995. Pourquoi ce discours a fait du bien, le discours de Jacques Chirac de 1995 ? Pourquoi il continue à être loué aujourd'hui ? Parce que c'était un discours de vérité et de ressenti de ce qu'ont vraiment pensé les gens. Vichy est criminel, mais il y a eu les justes. Il y a eu les Français qui ont sauvé les Juifs et il y a un côté apaisant d'être dans la vérité et de dire les faits tels qu'ils se sont vraiment passés. Pour le coup, je ne suis pas souvent d'accord avec Mitterrand. Ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent, mais quand il disait la République, c'était pas Vichy. Et puis, c'est lui qui le dit en plus, c'est assez incroyable. C'est pour ça que j'étais plutôt d'accord avec lui. La République n'a pas à se
comment dire, à s'excuser puisqu'elle n'était plus là. Alors, mais là, ça pourrait faire une émission spéciale, mais c'est si intéressant. Je veux quand même vous répondre, parce que là encore, on est dans ce que je vous disais tout à l'heure, sur parfois on est dans des sortes de logiques binaires, et personne n'a demandé à Mitterrand de s'excuser au nom de la République, en disant que c'était la République qui avait déporté les Juifs. Personne n'a demandé ça. Il y avait juste la nécessité d'avoir une parole forte qui reconnaisse qu'il y a eu un gouvernement en place qui était, hélas, légitime, quasi même légal. Moi, je ne pense pas qu'il était légal, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est plutôt un coup d'État. Mais, enfin bon. Mais voilà, pour moi, c'est un coup d'État. Mais malgré tout, ça a été reconnu par tous les États du monde. Il y a des représentants diplomatiques des États-Unis, du Canada, de tous les pays à Vichy. Donc, qui est reconnu sur le plan international au nom de la France en juillet 1942 ? C'est le gouvernement français installé à Vichy, c'est pas le général de Gaulle à Londres. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience. Et puis surtout, il y a eu cette continuité de l'État. C'est ça la tâche. C'est ça la tâche. Et on demandait juste de reconnaître ça à Mitterrand. Et donc lui, il a créé la confusion en disant, on demande à la République mais des comptes. On ne demande pas à la République des comptes, on demande au chef de l'État de dire, voilà, il s'est passé ça. Ça a été l'État français de Vichy. C'était le crime de Vichy dont on demandait la reconnaissance. Et pas... Donc, il a créé une sorte de confusion qui fait que, voilà, que ça a été... en fait, qu'il n'a pas compris ce qu'on demandait. Vous voyez, de toute façon, il n'a pas compris que les sensibilités avaient évolué et qu'on ne pouvait pas rester dans cette position de l'après-guerre, que le général de Gaulle ait dit Vichy n'a pas existé, Vichy est une fiction. De Gaulle remontait même au 16 juin 1940. C'est-à-dire que même l'armistice était... C'était normal. Lui, il était dans un... Il fallait bien qu'à à la fin de la guerre, on ait un homme qui parle au nom de la France. Donc, si lui parle au nom de la France, c'est que Vichy... Donc de cette fiction-là, qui était une nécessité politique pour la France de l'après-guerre, enfin, Mitterrand n'avait aucune légitimité pour, en 92, nous sortir cette tirade-là qui m'a paru complètement décalée. Et d'ailleurs, les gens étaient choqués. Ça a choqué la plupart de l'opinion publique. Rappelez-vous, siffler au Veldiv et les sondages. Et en revanche, quand Chirac a tenu son discours, les gens ont été d'accord et ils le sont toujours aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas très loin d'ici, des studios. Tout à fait. Et c'est à deux pas. C'est pour ça que quand vous m'avez demandé si je suis venu facilement ici, c'est tellement un lieu qui m'est familier. Et puisqu'on est juste à côté de la rue Nélaton, il y avait l'ancien vélodrome d'hiver qui a été détruit en 1959, mais il y a ce lieu commémoratif juste à côté qui est devenu le lieu emblématique. Et c'est juste quelque chose de bien, de juste. C'est un discours très équilibré sur le plan historique. Effectivement. Merci beaucoup, Laurent Joly, d'avoir été aussi efficace dans vos réponses et puis d'avoir bien voulu répondre à tout et en fait d'être totalement transparent. Merci à vous. L'antisémitisme de bureau, enquête au cœur de l'administration de Vichy entre 40 et 44. Quel livre incroyable, quel boulot fabuleux. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'aimerais bien qu'on se revoie pour... oui, avec grand plaisir. Thèmes, je pense qu'on a pas mal de sujets à creuser là. Quand vous voulez. Merci beaucoup à vous en tout cas.